Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, vous avez très bien fait d'ailleurs de choisir toujours et encore votre Radio Victoire FM pour vous informer, également pour suivre les débats et pourquoi pas y participer aussi en téléphonant simplement sur le 22 21 80 99 92 02 80 63 dès lors que nous vous donnons le privilège. Et ce matin, ce mardi, bien sûr, nous recevons pour vous le maréchal, en premier bien sûr du mouvement Les Templiers. Il fut aussi délégué national de la jeunesse de l'Union des forces de changement du parti de Gilchrist Olympio. Il s'agit de monsieur Jean-Luc Kofi Romao. Monsieur Jean-Luc Romao, bonjour. Bonjour Joachim. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour aider les Togolais à comprendre encore beaucoup de choses sur le plan politique. Le plaisir est partagé. Eh bien, bien avant de pouvoir vous ouvrir pleinement l'antenne ou le micro, alors très rapidement, la liberté dans les kiosques ce matin écrit « L'Algérie malade de Bouteflika ». Les kiosques, un quotidien privé également. Aujourd'hui, les Togolais se rappellent encore du feu général Gnassingbé et Adema. Alors, le président Gnassingbé et Adema a rendu l'âme. Le 5 février, l'annonce a été faite le soir sur la télévision nationale du 5 février 2005. Et c'était le premier ministre d'alors, Kofi Sama, qui annonçait une catastrophe nationale. Est-ce que Adema reste encore vivace dans vos cœurs? Bon, et tout d'abord, je salue les fidèles auditeurs et je m'incline devant la mémoire de tous ces Togolais qui ont été fauchés par les événements sombres d'après 5 février 2005. Vous savez, la date du 5 février 2005 pour nous, au mouvement Les Templiers, après la date de l'indépendance du Togo, c'est la date la plus importante. Parce que il y a eu une flopée de morts. Après le décès du général Adema, président de la République togolaise d'alors. Donc, on s'est dit même pour l'avènement du Togo à l'indépendance, il n'y avait pas eu autant de morts. Donc, le gouvernement lui-même a reconnu au moins 150 morts. Nous, opposition d'époque, 400 morts et d'autres 700 morts. De toutes les façons, 150, 400, 700, ce ne sont pas des poissons, ce sont des êtres humains. Et nous ne souhaitons plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons commandé des messes à la cathédrale de Lomé, Sainte-Rita, Marie-Reine, Agora Senghor et autres, et pour prier le Saint-Esprit et pour le repos de l'âme de nos disparus. Et Adema est inévitable dans l'histoire du Togo parce qu'il a régné sur ce pays pendant 38 ans. 38 ans, et je te dis, c'est pas 38 mois. C'est ça. Donc, il y a eu des hauts et des bas, donc que nous ne voulons pas, et Adema a été un président et qui a régné sur nous. D'autres se moquaient de lui, le mec n'a pas été à l'école, mais moi, je le respecte beaucoup parce que il a pu maîtriser l'ensemble des Togolais. L'ensemble des Togolais, ces gauchers qui sont sortis de Sorbonne, de London School of Economics, de Paris, CIS Paris, autres. Donc, vous voyez, de toute façon, Adema avait des qualités. Et Adema était quelqu'un qui a su marquer son temps. Il a su marquer son temps. Et de ce fait, quel souvenir gardez-vous encore de cet homme, ce grand homme, s'il faut le dire ainsi? Bon, et moi, tu sais, nous étions enfants quand Adema a pris le pouvoir. Donc, nous, on a connu véritablement Adema au début des années 90. Et moi, je l'ai connu négativement parce que à l'époque, mon père avait un journal, Le Courrier du Golfe. Donc, les éléments incontrôlés étaient descendus. On a saccagé notre entreprise. Je me suis retrouvé en Asie. Donc, du coup, je suis devenu un opposant
systématique à son règne, vous voyez. Donc c'est au fil du temps que je me corrige et en essayant de mettre de l'eau dans mon vin. En essayant de pardonner, d'oublier le passé, parce que tu sais, ce sont des choses, des fois quand vous analysez les choses en profondeur, nous aussi on a une part de responsabilité dans les choses qui sont passées. Donc pour moi, Eyadema a été mon président, Eyadema a été mon chef de l'État, il est parti, même s'il a dit sur lui c'est trop tard. Eyadema ne reviendra jamais pour être jugé, Eyadema est mort, il est mort, donc nous on doit voir l'avenir sereinement. Laissons les morts, enterrer leurs morts et préoccupons-nous de ce qui doit l'être pour nous, les vivants. Exactement. Alors revenons un peu à votre mouvement, les Templiers. Pourquoi ce nom, Monsieur Jean-Luc Oromao? Les Templiers. Pourquoi ce nom vous intrigue autant? Les Templiers, c'est un nom tout comme d'autres mouvements qui sont là. Les Templiers, nous on considère le Togo comme un temple. Donc nous sommes les serviteurs de ce temple. Donc nous sommes là à défendre, ça on le dit haut et fort, les institutions de la République. Vous défendez les institutions de la République. Les institutions de la République, ce n'est pas l'apanage de Fogna Sigbe ni d'Unir. Les institutions de la République, c'est pour l'État togolais. L'État, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, si nous sommes en train de diffamer la justice togolaise à tort et à travers, est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est le nom de fort qui est salut, bien c'est le nom de la République togolaise? Donc nous travaillons et à faire en sorte que les gens adhèrent aux principes républicains et non de se mêler de la politique politicienne de tous les jours. On confond tout. On pense que quand on attaque l'autre camp, et nous sommes en train de faire quelque chose, or, on doit séparer les institutions de la République et la vie politique de tous les jours. Vous voyez, donc c'est un peu le paradoxe. Donc nous sommes là pour éduquer le peuple. Et par exemple, quand le gouvernement lance des avis de recrutement, des appels d'offres, les gens pensent que c'est pour unir. Or c'est faux. Aussi, unir aussi pense que le gouvernement est à eux. Non, c'est faux. Le gouvernement togolais, c'est pour le peuple togolais. Et c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Et vous défendez aussi cette position? Bien sûr, si vous suivez mes interviews à tout moment, moi je le dis haut et fort. Moi aujourd'hui, les gens d'UNI, ce sont mes amis, les gens de l'opposition, ce sont mes amis. Si UNI fait mal, je le dirai. Si l'opposition fait mal, je le dirai. Je ne suis pas dit que moi je suis bon, je suis mieux qu'eux. Mais il va y avoir une personne au milieu qui doit essayer de recadrer le débat. Et c'est ce que... Non, pas du tout. Faut pas me coller une étiquette que j'en ai pas. Hein. Donc, un peu, parce que, vous savez, quand cette crise a commencé le 19 août, vous avez vu mes positions. J'étais pas d'accord avec certaines revendications. Par exemple, la démission du chef de l'État, le départ immédiat du chef de l'État, tout ça. Mais j'étais pas d'accord. J'ai dit que c'est anticonstitutionnel. Mais si vous marchez, ça c'est votre droit le plus absolu. Je ne reconnais pas la... Oui, ça je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Parce que quand vous faites des revendications anticonstitutionnelles, vous donnez le pouvoir à l'autorité de vous réprimer. Voilà. Et vous défendez les institutions de la République et vous également, vous le faites savoir à monsieur tout le monde, le gouvernement n'est pas à confondre au parti au pouvoir et donc l'opposition aussi doit respecter les institutions de la République. Mais si nous voyons le symbole de votre mouvement, cela s'apparente à des, je ne sais pas, signes ou bien symboles des groupes ésotériques ou bien de la franc-maçonnerie. Quelque chose comme ça, oui. Ah, mais non, attends, tu es terrible. Hein. Non, mais c'est ce que Non, c'est-à-dire, il y a un œil dans un triangle qui veut dire qui voit tout. Si... Et ça, c'est quand même ésotérique. C'est au niveau de la franc-maçonnerie, on voit ça? Non, pas du tout, tu es maçon. Quand sais-tu? Moi? Oui. Maçon? Oui. Jamais de ma vie. Mais quand sais-tu? Pourquoi tu affirmes des choses pareilles? Non, mais c'est ce que nous tous... Non, c'est ce que les gens disent à tout moment. C'est-à-dire, c'est le fort des Togolais. Vous racontez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez, c'est un signe, c'est un signe israélite, c'est un signe israélite qui a été utilisé à une époque donnée qui voudrait dire l'œil qui voit tout, qui est utilisé par des missionnaires pour propager la parole de Dieu, de Jésus-Christ.
Nous sommes là, nous voyons tout. Si, mais attends, nous ne sommes pas là, nous n'avons pas choisi, non, nous n'avons pas choisi les choses au hasard. Oui. Bon, de toute façon, pour te rassurer, maçon ou pas, c'est pas là le problème. C'est l'action que nous sommes en train de faire sur le terrain qui importe plus. C'est l'action qui est beaucoup plus primordiale ou bien plus importante. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que M. Gnassingbé Eyadema a passé son temps, il a connu des hauts et des bas, il a ses qualités, il a ses défauts. Mais aujourd'hui, un journaliste s'est interrogé tout à l'heure, 52 ans, ou disons 38 ans de règne d'Eyadema, qu'a-t-il pu laisser à l'ensemble des Togolais aujourd'hui? Et du côté du parti au pouvoir, Eyadema a laissé la paix. Du côté de l'opposition, on dit le pays n'est pas développé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, bon, en partie. Vous savez, quand moi, j'ai voulu rentrer en politique dans les années 90 par la bénédiction de mon feu de fin père, le Togo était appelé la Suisse de l'Afrique. Oui. Alors, Eyadema avait déjà fait 20 ans de pouvoir. Donc, cela vous a dit qu'il avait travaillé aussi à contribuer à ce que le Togo ait ce nom remarquable, vous voyez. Disons la vérité au peuple. Mais à partir des années 90, beaucoup de choses sont passées. Nous-mêmes, on a saccagé les choses, on a les édifices publics. Donc, lui aussi, en bon militaire, il réagissait. Parce qu'il y a certaines choses qui sont passées avant et en 90 qui ne peuvent se passer aujourd'hui. Vous voyez. Donc, bon, c'était ce qui était possible à l'époque parce qu'il n'y avait pas la démocratie véritablement. Et les militaires se croyaient tous d'un tout gras. Donc, ils réagissaient en bon militaire à l'époque. Donc, d'ailleurs, ce phénomène était un peu partout à travers l'Afrique où les militaires étaient considérés comme des demi-dieux. Mais il y a des moments même. Et moi, j'ai une de ces qualités que j'adore. Et Eyadema n'apprécie pas les hommes selon ses études. Et Eyadema reconnaissait la valeur de l'homme par ses qualités innées. C'est-à-dire, il voit en toi une valeur et en profite. Il veut utiliser tes talents pour aboutir à quelque chose. Un objectif. Donc, il y a des membres, d'autres plus que moi, la plupart de mes amis sont dans les années 80 et qui étaient des amis d'Eyadema, et Eyadema résolvait tous les problèmes. Même tu peux avoir des malentendus avec ta femme, si tu le saisis, je te dis, Eyadema peut te résoudre ça. Il peut résoudre ce problème même familial. Donc il était là comme un président de la République et aussi un grand frère, un père, un parent pour d'autres. Ou peut-être un chef canton qui gère les problèmes. Je n'aime pas ce langage. Ah, d'accord. Donc, respectons les disparus. Respectons les disparus. Donc, Eyadema a su implanter une armée. Aujourd'hui, de Lomé à Saint-Cassé, que vous ne le voulez pas, l'armée togolaise est notée dans la sous-région comme l'une des meilleures. Donc, c'est nous, Togolais, qui ne savons pas la valeur de nos corps habillés parce que l'actualité politique a fait en sorte que on les a tellement indexés. Donc, eux, pour nous, ce sont... Donc, Eyadema a forgé une armée, une des plus meilleures armées de la sous-région. Bien entendu. Et c'est au Togo. C'est au Togo. Donc, son régime a commencé à être sécurisé véritablement dans les années 86, où des éléments incontrôlés sont venus du Ghana. Tu t'en souviens? Agression terroriste. Donc, du 23 septembre. Du 23 septembre. Donc, c'est de là où les choses ont commencé à dégringoler jusqu'en 90. Il y a eu le soulèvement populaire du 5 octobre. Et de là, lui aussi, il faisait tout pour maintenir la barque. Donc, après tout, il y a eu la conférence nationale souveraine, tout ça. Prévu pour 2 jours, qui a 2 semaines, qui a duré 52 jours. Exactement. Donc, pour nous, et pour dire vrai, nos aïeux ont l'habitude de nous apprendre ceci. Quand un homme est mort, on ne parle que de ses bonnes actions, voilà, et non de ses mauvaises actions. Maintenant, vous l'avez dit que, aux côtés de votre feu père, vous avez milité aussi dans l'opposition ou bien vous étiez rentré en politique. Alors, comment expliquez-vous le fait que depuis 1990 jusqu'en 2019, l'alternance pour laquelle le peuple s'est soulevé en 1990 ne s'est toujours pas réalisée?
Ça, c'est une question très lourde. Hein. Et vous savez, est-ce la faute des Yadema si l'alternance ne s'est pas réalisée? Non, là, je ne pose pas le problème en termes de Yadema. C'est la faute des gens qui le combattaient, qui n'étaient pas réalistes. Vous savez, depuis 90 que moi j'ai mis pied en politique, il n'y a que des guerres fratricides entre oppositions. Les leaders. Les leaders. À l'époque, en 90, qui était l'opposant phare du Togo? C'était M. Edouard Kodo. Mais on a fait tout pour le salir, on a fait tout pour... et après, c'est Agboibo qui est venu. On dit qu'Agboibo, c'était le compagnon d'Yadema. Après, c'est Ninevi. On dit que Ninevi n'est pas bon. C'est-à-dire, on ne faisait tout pour se diviser entre nous. Et Yadema en profitait. Si tu étais à sa place, tu feras quoi? Donc, il va falloir que l'opposition accepte ses erreurs pour pouvoir aller de l'avant. On n'accepte jamais nos erreurs. On trouve toujours à dire à chaque moment. Donc, Yadema, lui, il est là. Oui. Il organisait son pouvoir. Il sait que il y a des tests. Il fait tout pour se soumettre à ces tests. Et l'opposition, là, nous, on croit à tout moment que ce qu'on raconte, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est ce qui devrait se passer. Et je dis tout le temps, tant que vos revendications ne sont pas inscrites dans un document tamponné par le sceau de la République, ça n'a pas de valeur. Vous pouvez beau revendiquer. Par exemple, tout ce qui se passe en France aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils revendiquent. C'est la même chose que chez nous. Mais vous voyez qu'on les regarde. Bon, parce qu'aujourd'hui, Macron a la majorité au Parlement. Macron a le gouvernement. Oui, quand même, donc, Macron est sérieusement secoué par les Gilets jaunes. Ça arrive. Tout pouvoir a des hauts et des bas. Oui. Même toi-même, Joachim, tu as des hauts et des bas dans la vie. Bon, l'essentiel, c'est que vous arrivez à surmonter les épreuves. Et c'est ce que Macron est en train de faire. C'est ce qu'Yadema a fait au Togo. Oui. Et tournons la page de Yadema, étant donné qu'il est mort, vous l'avez dit. On a parlé quand même de ses bonnes actions, point. Alors maintenant, si vous avez dit, si l'opposition depuis lors n'a pas pu opérer, si on peut le dire ainsi, l'alternance, elle doit se remettre en cause. Mais quoi faisant concrètement? C'est simple. C'est d'analyser les choses en profondeur. Quand on organise une élection au Togo, quand la CENI proclame les résultats, nous rejetons les résultats systématiquement. Nous ne prenons pas le soin de prendre ces résultats et analyser nos faiblesses. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a que 8 voix dans la causa. Alors, dans 5 ans, on va travailler pour corriger ça. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les bureaux de vote? Alors, si nos faiblesses sont plus conséquentes dans le nord du Togo, alors qu'est-ce qu'on va faire? Mettons des stratégies en place pour contrecarrer. Mais on rejette, on dit que non, même dans le nord, on ne peut jamais nous gagner. Et je dis le plus souvent, tu n'as jamais vu une femme qui est en ménage, qui souffre, on la bastonne matin, midi, soir, mais quand tu lui dis, mais quitte, elle dit non, je préfère rester. Moi, mais je sais ce que j'endure. Je sais, après tout, je sais ce que moi, mais je vis là-bas. Je préfère rester. Vous voyez? L'opposition, avant de remporter une élection dans n'importe quel pays du monde, ils analysent. Ils doivent prendre en compte toujours les données officielles. Quand vous rejetez les données officielles systématiquement, vous ne pouvez jamais accéder au pouvoir. Adama Barrow a donné l'exemple. En Gambie, il est venu là rassembler l'opposition. Ils ont vu leurs faiblesses. Ils ont dit que il y a un problème qui se pose au niveau de la Casamance, frontière en Gambie, frontière au Sénégal, la Gambie. Alors ils ont travaillé pour essayer de limiter les dégâts. Il y a une grande erreur aussi. Quand les gens viennent nous aider, automatiquement, nous sommes en train de les vilapider. En disant que non, telle personne, le soutien de telle personne, la CEDEAO a fait ça, Non, ça ne se fait pas. Donc, vilipender les institutions, ou disons, ceux qui viennent à la rescousse du pays. Ça ne se fait pas. Et quand les gens vous demandent des documents officiels, vous n'arrivez même pas à plonger. Vous dites que non, la rue a dit ça, Mais comment on peut gouverner par la rue, par les décisions dans la rue? Vous voyez? Et c'est pour vous dire aujourd'hui, moi je ne suis pas venu pour critiquer l'opposition au détriment du pouvoir. Non. Et moi aussi, j'ai été longtemps
dans l'opposition aujourd'hui, j'essaie d'être un peu au milieu pour ne pas se donner cette casquette comme si je suis contre le pouvoir ou bien je suis contre l'opposition pour soutenir le pouvoir. Non, pas du tout. Nous sommes là seulement en tant que des sentinelles de la République. Vous voyez, il y a des actions de la société civile, nous aussi, nous sommes dedans, et on attire l'attention des autorités sur des problèmes mineurs, ce qu'on appelle la gouvernance de proximité. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. On ne fait pas trop de bruit là-dessus. Et par exemple, là je ne veux pas étaler mes stratégies ici. Alors, mais je sais que ça porte des fruits. Oui. Et parce qu'il y a bon nombre des choses qui sont réalisées grâce à nous. Par exemple, la libération des détenus. Justement, la libération les gens ne savent pas ce qu'on a fait. Oui, qu'est-ce que vous avez pu faire? Oui. Comme j'ai travaillé. Oui. Pour la signature de l'accord PT-UFC dans l'ombre. Les gens ne savent pas ce que j'ai fait pour cet accord. Vous avez travaillé dans l'ombre pour l'accord UFC? Bien sûr. RPT et UFC? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, ça je te l'avoue ce matin. Au titre de la jeunesse du président de la jeunesse de l'UFC à l'époque? Non, pas du tout. En tant que personne ressource du parti. En tant que fils bien-aimé de Guy Olympio. Wow. Donc j'ai fait de mon mieux pour qu'il devienne ce que vous voyez aujourd'hui, un homme très pacifique. Un homme qui a tout pardonné. Moi, j'aurais aimé que ce matin, il soit à Kara, sur la tombe de Yadema. Mais attends, ce n'est que partie remise. Hier, j'ai discuté avec lui. Peut-être au 15e anniversaire, on fera l'effort d'y être. Et nous aussi, on fera l'effort de faire venir le président de la République sur la tombe de Sylvanus Olympio le 13 janvier de l'année prochaine. Donc, nous travaillons en coulisses. C'est-à-dire que ce sont des actes qui apportent... Donc, apparemment, vous êtes un élément sûr de M. Gécris Olympio et vous accomplissez des missions secrètes. Tu aimes trop dire des... Non, mais... oui. Je fais de mon mieux. Oui. Je fais de mon mieux pour que notre pays ait une paix véritable. Justement, parlant de mesures d'apaisement. Je fais de mon mieux pour qu'il y ait l'apaisement véritable dans ce pays. Qu'avez-vous pu faire concrètement par rapport à la libération des détenus politiques par grâce présidentielle? Ben, tu sais, oui. on a nos créneaux. Ah oui. Et là, je ne peux pas l'étaler sur l'antenne, mais je sais que... Donc, vous saviez du moins que le chef de l'État allait prendre cette décision? Bien sûr. Donc, je sais que... Il y avait eu une rencontre entre le chef de l'État et Gécris Olympio. La décision a été prise. Gécris Olympio a demandé d'accorder la grâce présidentielle. Nous, on ne fait pas tout le pays. Vous allez voir que 2 jours avant cette grâce présidentielle, il y a les instants de l'UEC, on dit qu'ils sont en train de travailler, tout ça. Donc, pour la libération, oui. Justement. Donc, vous voyez, il y a eu en amont la rencontre chef de l'État. Il fait beaucoup de choses, mais il n'aime pas la publicité parce que ce n'est pas son objectif. L'objectif, ce n'est pas de faire j'ai fait ça, j'ai fait... Non, c'est un monsieur très humble. Vous voyez, c'est un monsieur très humble. Lui, il sait qu'il a un âge très avancé, mais il peut contribuer à résoudre certains problèmes. Il veut contribuer à créer un nouveau Togo où il y aura un bon vivre. Un Togo, on doit oublier le passé véritablement. Regardez lui-même, on a tiré sur lui à Soudou. Mais les gens qui avaient tiré... Et il semble qu'il a encore certaines balles dans son corps à ce jour. Bien sûr, il souffre de ça. Moi, je l'ai vu hier, il m'a fait pitié. Il souffre, il a encore la douleur dans son corps. Par ce qui s'est passé à Soudou. Mais, le 5 mai 1992. Mais à tout moment, il dit, non, ça ne fait rien. À tout moment, il dit, ça ne fait rien. Et nous, qui sommes nous, pour essayer de remuer toujours le couteau dans la plaie. Mais non, attends. Alors que quand lui, Gécris Olympio et ses compagnons luttaient contre ce régime, on a vu certaines personnes, certains leaders aujourd'hui, leur maman, leurs frères soutenaient ce régime. C'est une vérité. Nos papas aussi pouvaient faire autant. Parce que les gens trouvaient leur intérêt. Donc, certains leaders aujourd'hui, leurs parents soutiennent le régime, alors qu'eux, ils sont des opposants. Bien sûr. C'est ce que vous dites? Bien sûr. Même les gens faisaient ça avant. Quand vous prenez un exemple, l'ancien chef de file de l'opposition, sa maman, c'est pas elle qui soutenait la JNFT, c'est ça, non? Elle était membre de la JNFT. Ben non, à l'époque, nos mamans aussi pouvaient faire ça. Mon père aussi pouvait être
du RPT à l'époque. On avait dit non, on devait incarner l'opposition. Là n'est pas le débat fondamentalement. Mais quand même, monsieur Jean-Luc, vous avez dit tout à l'heure que le chef de l'État, suite à la rencontre qu'il a eue avec monsieur Gilchrist Olympio, a quand même accepté élargir un certain nombre de détenus, ce qui fut fait. Mais l'opposition estime quand même que, comme c'est des mesures prises par le chef de l'État sur le plan politique, il pouvait étendre cela sur tous les détenus politiques. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est vrai. Mais vous savez, le pouvoir, c'est le pouvoir. Bon, des fois, les gens analysent, quand on fait comme ça, les gens verront une faiblesse en nous, donc on va procéder petit à petit, vague par vague. Mais de toutes les façons, nous œuvrons pour que nos frères qui sont détenus recouvrent totalement la liberté. À eux aussi, nous leur demandons de mettre de l'eau dans le vin. Vous savez, les détenus, une fois sortis. C'est-à-dire, des fois, quand on libère certaines personnes par grâce présidentielle, ils font pire, une fois libérés. Donc, je leur demande de mettre de l'eau dans le vin. Et une grâce présidentielle est une grâce présidentielle, certes, mais il y a des à côté. Il y a des à côté, donc... il faudrait plus récidiver, il faudrait plus provoquer ou bien faire je ne voulais pas des actes délictuels. Vous allez voir, quand je parle, je réfléchis beaucoup avant de faire sortir des thèmes. Et c'est ça un peu ma frère, parce que je ne veux pas frustrer un camp contre l'autre. Vous voyez, des fois... Et certaines de vos questions me poussent à dire des choses clairement, comme sur l'ancien chef de file de l'opposition. Oui. Vous voyez, donc, dommage, ça c'est la vie politique. Mais ce que je voudrais dire justement, c'est que nous travaillons pour l'apaisement. Et ne croyez pas que parce qu'il devrait y avoir une grâce présidentielle, alors je dois essayer de défier l'autorité. Quand vous défiez l'autorité dans n'importe quel pays, vous savez, c'est la prison qui vous attend. Le pouvoir, il fait toujours usage d'une violence légale. Justement. Et c'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Même aux États-Unis, vous insultez même un corps habillé sur toi à beau portant, il n'ira même pas en prison. Il dira sa version, ça passera, parce que on considère les corps habillés aux États-Unis comme des demi-dieux. Parce que quand vous voyez la mentalité des gens de là, vous savez, quand ils ne réagissent pas comme ça, ce pays sera fait à sang. Parce qu'il y a les armes qui circulent un peu partout aux États-Unis, vous voyez. Donc, pour mieux parler, tout d'abord, moi, je remercie M. Gilchrist Olympio et le chef de l'État pour cette collaboration étroite qui a permis la libération de nos frères. Oui. Et je prie encore ces deux grands hommes de faire tout pour mettre en œuvre les réformes constitutionnelles. Oui, avant de revenir sur les réformes, est-ce que peut-être la vanne est restée toujours ouverte pour que ceux qui sont encore en prison, ils puissent également avoir une pensée positive vis-à-vis d'eux? Bien sûr, mais je vais revenir un peu en arrière. Je vois en tant que journaliste. Est-ce que tu aimes voir approcher les forces de l'ordre après manifestation pour qu'ils te racontent ce qu'ils ont vécu? Plusieurs fois. Ah, alors, vous savez pourquoi certains sont en prison. Moi, à tout moment, j'essaie de raconter toujours les gens. J'aime bien avoir la version des deux côtés avant d'apporter mon jugement. Je n'écoute pas ce qui est raconté par WhatsApp, ce qui est raconté par les médias que vous êtes, mais j'apporte toujours les deux camps. C'est comme ça qu'on apporte la justice. Des fois, nos frères violentent vraiment nos forces de l'ordre. On les blesse. Et quand vous allez un soir à la gendarmerie nationale après une manifestation où il y a eu des troubles, quand vous voyez les blessés, les corps habillés, le nombre de corps habillés qui est blessé et gravement, vous allez dire, mais attends, ça aussi s'est passé au Togo. Vous voyez? Et essayons d'avoir un œil des deux côtés. C'est pourquoi notre mouvement a choisi justement l'œil dans un cadre qui veut dire l'œil qui voit tout. Vous voyez, là, ça, je m'explique maintenant. Notre œil est partout au Togo. Partout. Nous ne sommes pas là. Ce qui se passe dans l'ANC, ça m'intéresse. Ce qui se passe à la CDP, ça m'intéresse. Ce qui se passe dans UNI, ça m'intéresse. Ce qui se passe dans l'UFC, ça m'intéresse. Parce que nous sommes tous des Togolais. Et nous parlons tous du Togo. Oui.
Vous voyez. Donc, à l'avenir, il faudrait que les uns les autres essaient d'éviter au maximum ces affrontements, ces échauffourées pour qu'on n'en arrive plus à des blessés, voire à mort d'hommes, jusqu'à des gens soient encore en détention. Justement, c'est pourquoi j'approuve corps et âme la politique que prône M. Krikis Olympio, qui voudrait qu'on aille à la table de négociation, véritablement. Finalement, M. Gilles-Christ Olympio constitue une icône ou quelqu'un qui vous inspire tant, mais pourquoi, disons-le, sa formation politique, vous avez été exclu de son parti? Pas du tout. Oh, c'est lui qui est le président national. Attends, il est en ville, Hier, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Jean-Luc, je t'envoie au bureau national pour aller assister à la réunion. Tu viens me rendre compte? Je dis non, président, non. Je me soumets aux décisions. Totalement. Non. Je ne suis plus ce Jean-Luc que tu t'as connu. Vous voyez, j'ai été suspendu. Tant que la suspension n'est pas levée, je n'irai plus au bureau directeur. Vous savez, les gens qui sont aujourd'hui au bureau directeur de l'UFC, combien sont légitimes, combien sont élus par le Congrès? Vous voyez, donc nul n'est au-dessus de moi par rapport aux tests en vigueur à l'UFC. Mais moi, je ne parle même plus de ça. L'essentiel, j'entretiens de très bonnes relations avec les dirigeants de l'UFC. Ils sont tout le temps chez moi. Je suis tout le temps chez eux. Des fois, moi-même, cette suspension m'en profite. Je suis libre pour les critiquer aujourd'hui. Là, j'ai fait sortir un livre. Oui. Je ferai sortir un livre plus tôt. Mais j'attends quelque chose qui s'appelle « Ma part de vérité ». C'est le titre. Votre part de vérité. Ouais. Qui va éclabousser l'Union des forces du changement, ceux qui vous avaient suspendu ou bien comment? Non, pas du tout. J'ai parlé de la vie politique du Togo, et les actes sombres de nos opposants, tout ça là, vous voyez, des décisions maladroites des uns et des autres, tout ça là, tu sais, je ne suis pas novice en politique, au moins j'ai fait 20 ans de carrière en politique aujourd'hui. Hein. Donc Jean-Luc est très bientôt un écrivain, quelqu'un qui va du moins révéler des choses à l'opinion nationale togolaise. Pas une révélation, pas une révélation. Peut-être nous sommes en train de conscientiser les uns les autres, c'est mieux comme ça. Quand vous parlez de révélation, tu sais, chez nous au Togo, ça raconte, les gens diront que Jean-Luc était à la radio, tout de suite dit qu'il sortait un livre qui fera des révélations. Vous voyez? Non, moi aujourd'hui, il y a la sagesse qui domine ma vie, et je veux être cette personne humble à l'écoute de tous. Monseigneur Philippe Fanoko Kodjro, que vous connaissez très bien, puisque vous rentrez en politique quand lui aussi, il animait la vie politique, s'il faut le dire ainsi. Aujourd'hui, il dit ne pas reconnaître l'Assemblée nationale issue des dernières législatives. Lui qui? Monseigneur Philippe Fanoko Kodjro. En tant que monseigneur seulement? Ou bien en tant qu'institution de la République? Non, il est émérite chez les catholiques. Il n'est pas monseigneur émérite pour l'ensemble des Togolais. Est-ce que les assemblées de Dieu se retrouvent en ce monseigneur? Est-ce que les pentecôtistes se retrouvent en monseigneur en tant que monseigneur? Est-ce que les témoins de Jéhovah se retrouvent? Est-ce que le christianisme céleste se retrouve en tant que monseigneur? Peut-être on le respecte en tant que ce grand homme qui a dirigé l'église catholique. Mais qui dit qu'il ne se reconnaît? Il y a la conférence épiscopale. Si c'est que c'est la conférence épiscopale qui fait sortir une de telles déclarations de Dieu qui a de l'importance. Mais lui, en tant que monseigneur, pour de la retraite, mais c'est ce que nous dénonçons au mouvement Les Templiers. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Les Togolais qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont des Togolais ou pas? Est-ce qu'il y a une loi qui dit au Togo, avant que l'élection ne soit légale, il doit y avoir la participation de la C14, ou bien il doit y avoir la participation de tel parti politique, ou bien on doit avoir ces leaders comme députés avant que l'Assemblée ne soit légitime? Vous savez, le Togo a frôlé le pire le 20 décembre. Si nous sommes aujourd'hui dans la paix, on devait tout autant remercier Dieu le Tout-Puissant. Sinon, nous serons dans quelque chose de terrible. Mais Dieu n'a pas voulu. Si le 20 décembre, l'élection législative a pu lieu, lui, il est chrétien, il doit savoir que c'est la volonté de Dieu aussi. Et c'est Dieu qui détient tous les secrets. Oui. Alors, oui, mais il était prévu que tous... Moi, ce que j'aurais souhaité, que ça passe, c'est qu'il recommande que les réformes institutionnelles et constitutionnelles s'opèrent rapidement. Et c'est ce qui a été la suite. Ce qui a été la suite de sa proposition. Une simple déclaration où tu ne sais pas dire bonjour dedans, bien un simple bonjour peut être considéré comme une déclaration de guerre. Tu n'as jamais dit bonjour.
Si tu ne sais pas prononcer ce mot bonjour, ça peut être considéré comme une déclaration de guerre. Comme un mépris vis-à-vis de votre interlocuteur. Alors quand vous commencez une déclaration en disant que tu ne reconnais pas le Parlement d'abord, tu es allé à l'encontre d'une institution républicaine. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Le chef de file de l'opposition camerounaise est aujourd'hui en prison. Parce qu'il a parlé. Parce qu'il a dit que non, on peut plus sortir. Mais ne reconnaissez pas ça. Je dis, ah bon? Et cela fait bonne presse au Cameroun? Je ne dis pas que ça fait bonne presse, mais je te dis, des fois, nos propos peuvent être considérés comme une déclaration de guerre. Et c'est ce que nous ne voulons plus pour le Togo. Aujourd'hui, nous venons de très loin. Moi, ce que je souhaite de cette Assemblée nationale, dirigée par une dame, et j'ai fait des déclarations, je leur donne 90 jours. Si je n'ai pas été candidat, je l'ai fait sciemment. Je veux être libre. Vous voyez, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à voir Baskabois régulièrement? Il va te dire qu'il est en commission. Il y a d'autres leaders qui sont là-bas. Vous savez, les institutions bloquent les gens le plus souvent. Déjà, moi, je suis dans mes affaires, Dieu merci. Je vis bien. Je rends grâce à Dieu. Et là, quand tu veux travailler pour le bien-être de ton peuple, il faut se dégager. Il ne faut pas se cacher derrière les institutions et essayer d'être protégé par des lois. Cette Assemblée nationale est installée, que vous ne le voulez pas, même si cette Assemblée est renvoyée. À l'heure où, à l'instant, nous parle, Abbas Kabois sera appelé ancien député de la République de tout comme Favre, tout comme Brigitte, tout comme Isabelle Améganvi et compagnie. Que vous ne le voulez pas, si on montre les photos un jour d'être député de la République togolaise, cette législature aura les photos de tous les membres qui composent. Voyez. Et vous leur donnez 90 jours pour opérer les réformes. Et Monseigneur Philippe Podro aussi demande que les réformes soient le plus tôt possible opéré afin que l'apaisement soit encore total dans le pays. Justement, ça c'est une contradiction de sa part. Vous ne reconnaissez pas la légitimité du Parlement, vous voulez qu'ils opèrent. Non, il enjoignait le gouvernement de faire opérer les réformes. C'est ça, les gens ne comprennent rien du tout. Le gouvernement ne fait pas les réformes. Les réformes s'opèrent toujours à l'Assemblée nationale. Donne quand même les non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est lui qui envoie le test. Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est uni qui a la majorité partout. Oui. Et là, c'est-à-dire quand le gouvernement envoie quelque chose, ça vient d'unir. Oui. Vous voyez, ça c'est différent. Mais les réformes s'opèrent à l'Assemblée nationale. D'accord. Toi, aujourd'hui, Joachim, tu peux envoyer une proposition de loi au gouvernement. Tu peux, il y a des biais. Il y a le directeur de cabinet de la primature. Tu peux envoyer une proposition de loi, moi, en tant que citoyen. Je n'ai pas une voix. Mais quand même, cela n'est pas forcément pris en compte. Mais dès lors que le gouvernement... Moi, j'ai fait des propositions de loi qui sont prises en compte. Je ne veux pas trop en parler. Par exemple, le 31 décembre, j'ai été avec le directeur de cabinet de la primature. J'ai fait des propositions avec lui. Il m'a dit d'envoyer des documents. C'est prêt, je lui ai envoyé. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais ne méprisez pas à tort à travers nos gouvernants. C'est ce que nous refusons au mouvement Les Templiers. Mais quand même, ce que la Constitution reconnaît, c'est sur initiative des députés, sur initiative du gouvernement, sur proposition. Oui, les députés vont proposer, le gouvernement va quand même faire un projet. Les députés intérim. C'est eux qui vont entériner, d'accord, on le sait. Les députés même peuvent proposer des lois directement à l'Assemblée nationale, discuter et voter. Mais le chef de l'État est là seulement pour promulguer. Oui, mais ce sujet est hautement politique. Vous pensez que ce serait seulement les députés vont se lever puis le faire sans que le gouvernement ne leur envoie un test? Non, là, ce sont des discussions en amont. Oui. Vous voyez, aujourd'hui... Raison pour laquelle le prélat dit il faudrait que le gouvernement fasse diligence. Non, ce n'est pas le gouvernement. Ça, je refuse ça, je refuse. D'accord. On va revenir tout à l'heure, mais on marque la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et nous retournons donc en studio avec notre invité, M. Jean-Luc Romao, qui est le maréchal du mouvement Les Templiers. Alors, tout à l'heure, nous parlions bien évidemment de ces réformes. Alors, vous donnez 90 jours, pourquoi? Non, c'est parce que le temps presse. Il y a les locales en vue. Il y a les présidentielles sont aux portes aussi. Le gouvernement annonce les couleurs des locales, bien sûr. Oui. Même, vous savez, les présidentielles sont dans 10 mois. Hein. Pratiquement. Parce que l'élection devait se tenir en avril 2020. Oui. Vous voyez, c'est pratiquement dans 10 mois parce qu'on doit appeler le corps électoral au moins 6 mois en avance. Donc, on n'a qu'à peu près 8 ou 10 mois. On va faire les révisions, les fichiers, donc, nous ne voulons plus de tension stérile dans notre pays.
Nous voulons que les réformes s'opèrent aussitôt possible, le plus rapidement possible plutôt, pour qu'il y ait un apaisement. Pour que les gens n'aillent plus dans des conditions de défiance à ces élections, que les gens n'aillent plus à cette élection dans une tension extrême qui va occasionner des morts gratuites. Ouais. Revenons aux réformes. Et là, qui doit faire cela avec beaucoup plus de Ça, c'est les députés. rapidité. Les députés doivent être plus professionnels. Ce n'est pas les députés qui sont là pour lever la main ou bien baisser la main, puis regarder derrière avant de voter. Vous voyez, ce sont des députés qui doivent être plus actifs. Mais là, est-ce que ces réformes... Des propositions, tout d'abord, ce sont des textes qui passent en commission. Tu sais, moi, je n'ai jamais été député, mais j'en sais quelque chose. Voilà. Est-ce que ces réformes en l'état tel que vous les préconisez puissent être faites? Est-ce que ces réformes peuvent être faites sans la C14 ou bien forcément avec la C14? Sans la réforme peut se poser sans la C14. Vous savez, quand vous parlez de réforme, moi, je n'ai même pas utilisé ce terme. Il y a quoi dans réforme? Il n'y a que deux choses qui nous attendent. Limiter le mandat du chef de l'État. Ayons des élections présidentielles à 2 tours, législatives comme présidentielles. Point barre. C'est ce qui reste. Sinon, il y a eu le canevas pour recomposer déjà la Cour constitutionnelle. Ça est déjà voté et adopté. Oui, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur le format. Déjà, il y a eu le Sénégalais qui a proposé aussi, le gouvernement a aussi envoyé un test. Oui, ça, tout ça là, ça c'est rien. Moi, c'est pourquoi je dis, ne restons pas cachés derrière les tests. Ce que le peuple togolais veut entendre aujourd'hui, qu'on ne nous dise plus, Faure Gnassingbé aussi va rester au pouvoir à mort, comme Gnassingbé a demandé. À vie. À vie plutôt. Qu'on nous dise plus que quand tu es à 40%, comme ce qui s'est passé la fois dernière en RDC, personne n'a eu 50% et on a un président. Est-ce que c'est un président légitime? Non, parce qu'il n'a pas la moitié des Congolais qui ont voté pour lui. Il faut au moins avoir la moitié. Donc c'est pourquoi nous voulons des élections à 2 tours au Togo. Si les députés ont le courage de faire ça rapidement, et Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, a promulgué rapidement, ça va décrisper beaucoup de choses. Et ça va décrisper la tension politique dans le pays. Le problème qui se pose et que ces réformes ont été bloquées, c'est la rétroactivité de la loi. Et personne, il y a eu des hommes de loi dans ce pays qui n'ont pas eu le courage de dire la vérité. Vous dites que quand nous rentrons dans une nouvelle constitution, dans une nouvelle république, en limitant le mandat du chef d'État, en aucun cas, Faure ne peut plus se représenter. Là, en aucun cas, était dans la constitution de 92, dans sa forme originelle. Mais pourquoi il a demandé à se présenter en 98, après avoir fait 24 ans de pouvoir, en 92 déjà? En aucun cas, il existait dans la constitution de 92. Pourquoi il a demandé à se présenter en 2003? D'abord, il a demandé à se présenter en 93, après l'adoption de la Constitution, et puis en 98. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que la loi n'a jamais rétroactive. Et si c'est qu'on avait laissé tomber ce problème de en aucun cas, ce problème de rétroactivité, depuis 2010, que ces réformes traînaient, Faure est en train de finir ces 10 ans de plus. Donc, si on avait laissé tomber cette affaire de rétroactivité, depuis 2010, Faure serait en train de boucler ces 2 nouveaux mandats. Oui, justement. Mais attends. Moi, je ne comprends pas même nos intellectuels. Moi, je dis le plus souvent que le problème de l'Afrique, c'est ces intellectuels qui nous fatiguent. On pouvait remettre même le pouvoir à des villageois, tout ça, on serait tranquille. Mais c'est-à-dire, je ne comprends pas nos élites. Vous savez, les gens savent très bien que l'UNI ne va jamais céder sur cette révaluation dans aucun cas. Les gens savent ça. Oh non, là, faut pas essayer de bluffer le peuple. L'UNI ne va même pas céder sur cet aspect-là. Ça peut traîner 40 ans. Ça peut traîner 40 ans. Donc, alors, si vous savez cette vérité capitale, pourquoi ne pas accepter, avaler le vinaigre pour un lendemain meilleur? Si vous allez à supporter quelque chose, c'est 10 ans de plus. C'est mieux que de garder des plaies toute une vie. C'est tout ce que nous disons. Donc, aussi longtemps qu'on refusera, le parti au pouvoir aussi restera braqué. Et ça profite à qui? Est-ce que ce n'est pas le cas actuel? Est-ce que ce n'est pas le cas actuel? C'est le cas déjà.
Je ne fais que dire ce que les gens disent. Les gens disent tout bas, c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites à la coalition des 14 partis de l'opposition? Puisque c'est elle qui revendique cet aspect de la chose. Vous, les journalistes, corrigez ça rapidement. Il y a d'autres partis aussi qui revendiquent, mais plutôt ils ne sont pas en coalition avec eux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont en coalition de 14 partis. C'est eux qui descendent dans les rues. Il y a d'autres qui font des meetings de proximité. Oui, mais quand même. Mais sans toutefois faire de... Par exemple, quand vous prenez le net de Jerry Tama, lui aussi fait de son mieux. L'UFC fait de son mieux. Il y a la CPP fait de son mieux. Peut-être est-ce que ces partis-là demandent quand même qu'on opère les réformes et que la réforme... Quand il y a eu la CPDC rénovée, la C14 était dedans. Il y avait eu des propositions, puisque la C14 se réclame comme l'incarnation de l'opposition. C'est pourquoi je parle ainsi. Vous voyez? Mais il n'y avait pas eu de propositions sur les réformes. Qu'est-ce qui a bloqué? Ce n'est pas l'histoire dans aucun cas là. Alors, à l'époque, on ne parlait pas dans aucun cas. On parlait seulement de rétroactivité. Vous voyez? En aucun cas, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui entraîne la rétroactivité. Vous voyez? Voilà, aujourd'hui, c'est cette C14 qui est dans la rue. Alors, qu'est-ce que vous leur dites en tant que quelqu'un qui se veut au juste milieu? Vous l'avez dit. Moi, simple. Ils ont commis des erreurs, ils n'ont qu'à assumer. Leur décision gauche, ça arrive dans la vie. Nous, UFC, bien, même Uni arrive à prendre des décisions gauche. Ouais, mais il faut savoir rebondir. Il ne faut pas se plonger dans les erreurs pour essayer d'embobiner tout le monde. Les locales sont en vue. Moi, je les exhorte à mettre la honte de côté, travailler véritablement, organiser les locales, essayer de mettre leurs représentants dans les bureaux de vote de Lomé à Saint-Cassé. Ne croyons pas qu'on a la région maritime avec nous, on a tout le Togo. Vous voyez, il y a le Togo en profondeur. Il y a le Togo en profondeur, ne l'oublions jamais. Mon grand-père, ma grand-mère qui est dans les hameaux, lui ne s'intéresse pas à ce que nous sommes en train de faire ce matin. Lui, qu'est-ce qu'il attend? L'engrais qu'il achetait à 11 000 est descendu à 9 000. Lui, c'est bon. Je valide le programme du gouvernement. Lui, il attend seulement un forage. Maintenant, on a de l'eau potable, selon lui. Alors, il valide le programme du gouvernement. Lui, il veut 3 salles de classe. Ils ont eu. On va avoir un CG. On ne veut plus que nos enfants aillent marcher 10 km avant d'aller. Aujourd'hui, c'est fait. C'est ce que nos parents... Et ils votent. Laissons tomber ce discours. On nous a volé, on nous a truandé. Ça ne nous aide pas à corriger nos erreurs. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez eu une question à poser donc à notre invité, monsieur Jean-Luc Kofi Romao, qui est le maréchal en chef du mouvement Les Templiers. Alors, vous êtes le bienvenu en direct. Et le premier auditeur, allô? Allô? Oui, monsieur Kokou. Bonjour. Merci. Monsieur Jean-Luc Romao. Merci. Tout d'abord, monsieur Jachin, permettez-moi de lui souhaiter bonne chance pour tout ce qu'il fait. Lui-même, c'est la vision qu'il a, c'est là où il va. Et je lui souhaite que Dieu lui accorde la grâce pour que tout ce qu'il fait, ce que lui veut de la part de ce gouvernement, qu'il puisse l'avoir. Parce que je sais que dans notre pays, lorsque vous défendez des choses incongrues, vous êtes ministre, vous êtes tout. Bon, permettez-moi de lui dire quelque chose. Il vient de dire quelque chose tout de suite concernant l'ancien chef de file de l'opposition, M. Jachin. Oui, par rapport, s'il vous plaît, M. Kokou. M. Jachin. Il a quand même dit qu'il regrettait d'une manière ou d'une autre ces propos qu'il avait lâchés. Il a fait quand même ce qu'on appelle le petit mea culpa. Permettez-moi les opinions. Monseigneur Podro l'avait dit la dernière fois sur votre antenne que lui-même, il a été dans le RPT. Avant les 90, tous les Togolais étaient membres du RPT. C'était le parti État. C'était le parti État. Donc aujourd'hui, on ne peut plus indexer quelqu'un que ce soit. Voilà, maintenant, l'autre question. La question que je voudrais lui poser. Oui. Au jour d'aujourd'hui, où est M. J. Olympio? Pourquoi, au moment où il n'était pas sur le terrain, on l'a parlé beaucoup et maintenant,
il est au pays, on ne l'attend jamais, et que c'est eux qui sortent pour dire certaines choses. D'accord. Ils ne font plus partie de la politique. Merci beaucoup. Merci. Très bien noté, cher ami Coco. Deuxième auditeur en ligne avec nous sur Victoire FM. Allô? Allô, bonjour. Oui, monsieur Bozambo. Oui. Oui. Bonjour à notre invité. Allez-y. Joachim, vous savez, monsieur qui est à côté de vous, notre frère, il dit la vérité, certaines choses, mais certaines choses, il a dit qu'il est chouchou de monsieur Djikris. Pourquoi les ministres qu'ils ont nommés, pourquoi il n'a pas été? Les députés, il n'est pas dedans. Et tu es le beau-fils de ton papa, c'est ça que tu vas jurer. Et tu dis que dans ta lui, je suis ministre, je suis quoi? Et ma deuxième question, on leur dit d'aller au gouvernement. Il dit qu'ils sont devenus opposants ou bien chefs de le fil. Et leur préfet, qu'est-ce qu'il leur dit? Ils vont rester là-bas ou bien ils vont ramasser leurs bagages et revenir pour combattre le pays. D'accord. Merci. Bien noté, cher ami Bozambo. Auditeur en ligne, bonjour, monsieur Garo. Bonjour, Joachim. Bonjour à votre invité. Oui. Bon, monsieur Romain, je suis avec Jikris Olympio. Jikris Olympio a dit Pognatimbe doit quitter le pouvoir en 2020. Et lui dit que pas question. Il a plusieurs fois dit qu'on n'a pas le droit de se replanter une fois ou deux fois. Mais qui trompe qui? D'autre part, monsieur Romain, moi je vous sens, bon, vous ne me sentez pas unir que l'UFC. Moi je vous ai posé une fois une question sur Radio Victoire que vous votez pour qui, l'UFC ou le ministre. Vous vous êtes enflammé. Qui sommes qui vous êtes de quel côté? Si vous êtes avec Pognatimbe, il n'y a pas de problème. Mais vous mélangez les pédales pour embrouiller les gens, c'est pas normal. Il disait tout à l'heure qu'il est au beau milieu, cher ami. Ah non, d'accord, merci. Au même moment. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir monsieur Idrissou. Bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, je vais bien et vous? Très bien. D'accord, nous vous écoutons monsieur Idrissou. Parlez un peu plus fort. Ok, merci. Avec tout le respect que je dois aux hommes politiques togolais, surtout de l'opposition, je voudrais vraiment qu'on prenne un peu de recul. Surtout, mon message va particulièrement à ce monsieur, je ne sais pas, c'est Jean-Luc, comment vous avez dit. À la suite de la question concernant monsieur Faniko Kodjo, vous avez manqué d'attirer son attention sur sa première réponse. C'est tellement irresponsable. On ne peut pas parler d'un prélat, d'un homme de Dieu, et qu'on puisse répondre en même temps, lui, c'est qui? C'est triste pour un monsieur comme ça qui se veut aussi parler au nom des Togolais. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Donc il faudrait aussi qu'ils aient ce côté de l'éthique. L'homme politique, ce n'est pas un homme de rue, ce n'est pas un bavard. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça, monsieur Omaro. Je ne sais pas si ça vous a échappé. Je voudrais bien que vous reveniez pour dire que vraiment ça vous a échappé, mais c'est dangereux. Moi, je suis musulman, mais vous savez, je vous assure, vous avez gâté ma journée. Je suis écœuré. D'accord. Bien noté, merci. Monsieur Idrissou, et derrière lui, c'est monsieur Kwanté. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, monsieur Kwanté. Oui, je voudrais d'abord féliciter le maréchal des Templiers. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, je pense que Monseigneur Kodjo en est la cause. Et pourquoi? Il a raté la conférence nationale. Les officiers supérieurs n'avaient pas assisté. Les ministres non plus. Il commence sa déclaration en disant: nous sommes entrés ici par la volonté du peuple et nous ne sortirons qu'avec des coups de baïonnette. Ça, c'est une grave erreur. Et ensuite, comme les ministres n'étaient pas là, les officiers supérieurs non plus. Oui, voilà. Là, vous nous replongez encore dans l'histoire. Posez maintenant la question très rapidement, s'il vous plaît. Oui, la question, je vous dis que Monseigneur Pedro, il n'a pas réparé tout ce qu'il a gâté. D'accord. Merci, oui. Très bien noté, cher ami Kanté. Et nous allons accueillir Madame Limpo Bouclé. Allô? Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour, madame. Bonjour à votre invité.
Je sais que c'est un monsieur d'un âge vraiment avancé et qu'il a des enfants à la maison qui ont fait vraiment des études. Chaque fois quand moi je l'entends parler, je suis un peu sidéré, choqué. Oui, alors, madame, si ça doit être un compte réglé, non, nous n'admettrons pas. Il faut, s'il vous plaît, en tant que maire... Oui, s'il vous plaît, madame, là, nous sommes désolés. Si ça doit aller à une attaque frontale, non, nous ne sommes pas du tout de cet avis. On vous connaît très respectueuse, mais sur cet aspect... désolé. Alors, M. Jean-Luc Romao, alors tout à l'heure, Coco disait, M. Gilles-Christ Olympio, quand il n'était pas au pays, on l'entendait souvent parler sur RFI, BBC, France 24, CNN, un partout dans le monde, même sur des radios locales. Mais aujourd'hui, il est au pays. Il vit au Togo. Mais on ne l'entend pas et c'est vous qui constituez ses porte-parole. Pourquoi? Je remercie beaucoup tous les intervenants. Tu sais, les critiques aussi, ça nous aide à voir plus clair et à essayer de comprendre la plaie qui est en train de ronger l'âme des Togolais. Moi, tout ça, je prends ça courageusement. Et c'est la vie. Quand tu veux être un homme public, tu seras le dépotoir de la République. Oui, il est vrai que M. Olympio est plus silencieux parce que, vous savez, quand vous êtes dans l'action gouvernementale, il faut savoir parler. C'est tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller au conseil des ministres maintenant, et puis les discussions qui sont là, on te fait un rapport, puis bouf. Et tu vois, et puis lui, tu les mets à la place publique. Alors lui, il veut plus des actions, parce que, vous savez, notre accord connaît des hauts et des bas. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'est les réformes. D'accord. Donc tant que les réformes ne sont pas opérées, il est difficile à Gilles-Christ Olympio de s'exprimer sur certains points de la tête, parce que certains points entraînent d'autres questions. Voilà. Toi, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes très proche, ou bien un dauphin de monsieur Gilles-Christ Olympio, mais pourquoi vous n'avez jamais été ministre ni préfet? Tu sais, être dirigeant, c'est une émanation divine. Là, les gens parlaient de Monseigneur Podro, là, je retourne la question. Est-ce que tous ceux qui ont été ordonnés prêtres au même moment que Monseigneur Podro sont tous aujourd'hui des archevêques? Non. Donc, c'est la vie, c'est Dieu qui donne la couronne. C'est Dieu. Peut-être je serai le futur président de la République et non ministre. Et on a dit quand même que l'UFC est chef de file de l'opposition et vous avez refusé d'aller au gouvernement. Maintenant, vos préfets deviennent quoi? Les préfets de l'Union des décisions sont des décisions qui devaient venir du bureau directeur. Là, je peux me prononcer là-dessus. Mais vous savez, le Togo est un bien commun, nous tous. Nos préfets peuvent être là, pourquoi pas. Okay. Pour moi, j'étais contre même le fait que nous ne sommes pas au gouvernement. À te dire vrai, j'étais contre parce que quand on avait signé l'accord FPT-UFC en 2010, on était toujours chef de file de l'opposition, on appelait Jésus-Christ le leader charismatique de l'opposition. Pourtant, nous sommes rentrés au gouvernement. Mais cette fois-ci, peut-être il y a eu d'autres problèmes. Moi, je suis suspendu. D'accord. Donc, je ne parle pas. Et donc, vous ne pouvez pas répondre à je sais tout ce qui s'est passé, mais je ne peux pas vous le dire. D'accord. Oui, mais quand même, vous n'êtes pas au beau milieu, dit M. Gado, et il enchaîne en disant tout à l'heure que est-ce que M. Gilles-Christ Olympio tient encore à sa parole ou à ses propos tenus en novembre 2017 qu'il faudrait que M. Faure ne se représente plus en 2020? Bon, je vais lui retourner la question une fois qu'on sera ensemble et je vous reviendrai. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a dit qu'il exhorte le chef de l'État ne peut se représenter en 2020. D'accord. Donc, à cet effet, vous savez, nous les politiciens, on parle selon les enjeux de l'heure. D'accord. Ouais. Alors, tout à l'heure, M. Kanté lui disait que tout ce que nous vivons au Togo depuis les années 90 jusqu'à ce jour, Monseigneur Podro en est pour quelque chose aussi. Il faudrait qu'il fasse le mea culpa et qu'il soit humble, etc., etc. Non, moi je suis pas d'accord. Monseigneur Podro était comme un conférencier qui dirigeait seulement les propos de. Il ne prenait pas des décisions. Il ne prenait pas de décisions. D'accord. Non, pas du tout. Ah oui. Donc, et Idrissou, lui, vous a exhorté en tant que musulman de ne pas tenir des propos. Lui, c'est qui?
Ben non, c'est juste une exhortation, un conseil qu'il vous a donné. Bon, peut-être mon site était un peu emporté, mais je ne suis pas d'accord avec les sorties de mon impôt jusqu'alors. Monsieur Jean-Luc Roman, nous sommes à la fin de l'émission. Demain, il fera beau au Togo, vraiment? Ouais, on garde espoir, on garde espoir. Demain, il fera beau, hein, il fera beau déjà. Et il fait beau pour certains. Oui. Et nous souhaitons qu'il fait beaucoup pour l'ensemble des Togolais. Voilà. Tout dépendra de comment nos leaders vont essayer de moudre le maïs pour faire une bonne pâte. Merci, monsieur Jean-Luc Romao du mouvement Les Templiers. Merci d'être venu chez nous. C'est à moi de vous remercier. Et voilà, et c'est fini pour aujourd'hui. Merci madame, monsieur, vous tous qui nous avez reçus chez vous. Mais ça était derrière la baie vitrée, de même que Tevi Kodjo, madame, monsieur. Nous vous disons ainsi au revoir et bonne journée de mardi à toutes et à tous.